Le backpacking peut être une aventure incroyable, mais il peut aussi devenir mortel. Nous allons explorer 5 des pires décès de l'histoire du backpacking. Ces histoires sont réelles et appuyées par des preuves solides. Nous allons vous emmener à travers les détails glaçants de chaque tragédie, alors restez avec nous pour découvrir ce qui a mal tourné et comment ces voyages ont viré au cauchemar. Nous sommes le 30 juillet 1998. Le révérend Mike Turner, un pasteur de 48 ans originaire de Caldwell, dans l'Idaho, se lance dans un voyage spirituel en solitaire à travers la nature sauvage du Wyoming. Connu pour sa foi profonde et sa grande taille de 1,98 m, son projet, une randonnée de 10 jours à travers la ligne de partage des eaux, accompagné uniquement de son fidèle labrador noir, Andy. À l'issue de cette expédition, il devait retrouver sa famille pour un camping après 3 mois de pause dans son travail. Mais Mike n'arrivera jamais à ce rendez-vous. Son voyage se transformera en une lutte pour la survie qui mettra à l'épreuve sa foi et son endurance. Mike et Andy commencent leur périple sur une note positive en direction du lac Eklund, dans la forêt nationale de Bridger-Teton. Dans son journal, Mike décrit l'endroit comme « si calme, si parfait », mais le 2 août, au 4e jour de son voyage, les choses tournent au drame. Alors qu'il traverse un champ de rochers près d'un lac de montagne à plus de 3350 mètres d'altitude, situé à 25 km du sentier le plus proche, Mike remarque qu'Andy peine à avancer. Les coussinets du chien sont à vif à cause de la glace tranchante et il souffre. Inquiet pour son compagnon, Mike décide alors de prendre un chemin plus long et moins direct afin d'épargner son chien. Ce choix va s'avérer désastreux. En avançant prudemment sur les rochers, Mike pose le pied sur un gros bloc qui vacille sous son poids. Cherchant à se stabiliser, il saute sur un autre rocher mais perd l'équilibre et glisse entre 2 énormes blocs. Le rocher sur lequel il s'appuyait roule et écrase ses jambes. Pendant 2 heures, Mike lutte pour se dégager, utilisant tout ce qu'il a sous la main mais rien n'y fait. Seul en pleine nature et sans aucun moyen d'appeler à l'aide, il commence alors à consigner son calvaire dans son journal. D'abord optimiste, il fait fondre de la neige pour boire et utilise la bâche imperméable de sa tente pour récupérer la rosée et la pluie. Malgré la gravité de sa situation, il conserve son humour et note « Je me demande quel goût aura l'urine avec du Crystal Light ?» Mais les jours passent et l'espoir s'amenuise. Ses écrits deviennent de plus en plus désespérés, il craint de perdre ses jambes, de manquer d'eau et de succomber à l'hypothermie. À mesure que son corps s'affaiblit, son moral s'effondre. Le 5 août, soit 4 jours après être resté coincé, Mike laisse transparaître son désespoir. Il écrit « Je me sens si stupide d'avoir pris ce détour, si seul plus que je ne l'aurais imaginé. Qui aurait cru que 4 jours passeraient sans que personne ne passe par ici ?» Pendant ce temps, son épouse Diane commence à s'inquiéter de ne pas le voir rentrer comme prévu. Elle alerte les autorités et une opération de recherche est lancée. Mais personne ne sait que Mike a changé son itinéraire et les secours fouillent donc au mauvais endroit. L'immensité sauvage de la chaîne de Wind River rend la mission encore plus difficile. Mais le 28 août, près d'1 mois après son départ, un miracle se produit. Andy, son fidèle labrador, est retrouvé en vie par des randonneurs à plusieurs kilomètres de la zone de recherche. Mais il est déjà trop tard. C'est un randonneur, Jeff Stewart, qui finit par retrouver Mike, toujours coincé entre les rochers, près d'un lac sans nom. Il est mort d'exposition, d'hypothermie et de déshydratation, probablement autour du 11 août, soit 9 jours après sa chute fatale. Son journal, protégé dans un sac plastique, est retrouvé à ses côtés. Ses dernières notes, tremblantes et à peine lisibles, témoignent de son acceptation de la mort. Il écrit « Je suis prêt à mourir. Même si ma famille me manque, je continuerai à faire confiance à Dieu. Même s'il me tue, je lui ferai confiance. » Non loin de son corps, les sauveteurs découvrent un dernier symbole poignant. Son alliance posée avec soin sur un rocher, un ultime message d'amour à sa famille. La mort tragique de Mike souligne l'imprévisibilité de la nature, même pour les randonneurs expérimentés. Son histoire soulève des questions troublantes. Et s'il n'avait pas changé de chemin? Et si quelqu'un l'avait trouvé plus tôt? Malgré une souffrance inimaginable, Mike a trouvé une forme de paix, porté par sa foi et l'amour de sa famille. Le 14 juillet 2001, dans le territoire du Nord, en Australie, Peter Falconio, un backpacker britannique de 28 ans, explorait l'outback avec sa petite amie Joanne Lees. Le couple vivait une aventure exaltante, parcourant les paysages sauvages et majestueux de l'Australie à bord de leur van Volkswagen Combi orange. Mais ce qui devait être un voyage inoubliable s'est transformé en cauchemar, marquant à jamais la famille de Falconio, les autorités et l'opinion publique. Peter Falconio était décrit comme un aventurier dans l'âme. Avec Joanne Lees, il sillonnait l'Australie depuis plusieurs mois, habitué aux défis des zones reculées. Alors qu'ils roulaient sur l'isolé Stuart Highway, un véhicule les a rattrapés.
Le conducteur, plus tard identifié comme Bradley John Murdoch, un trafiquant de drogue notoire, leur a fait signe de s'arrêter prétendant que des étincelles jaillissaient de leur van. Pensant à un problème mécanique, Falconio s'est arrêté pour vérifier. Mais c'était un piège. Murdoch avait un plan bien plus sinistre. Dès que Falconio est sorti du véhicule, Murdoch lui a tiré dessus. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais tout porte à croire qu'il a été tué sur le coup. À l'intérieur du van, Johann Liss s'est soudainement retrouvé face à un danger mortel. Murdoch, après avoir abattu son compagnon, s'est tourné vers elle. Liz a tenté de s'échapper, mais Murdoch l'a rapidement maîtrisée, l'attachant avec des colliers de serrage avant de la forcer à monter dans son véhicule. Pourtant, profitant d'un moment d'inattention de son ravisseur, probablement occupé à dissimuler le corps de Falconio, elle a réussi à se libérer et à fuir dans l'obscurité de l'outback. Terrifiée, elle s'est cachée pendant des heures, craignant que Murdoch ne la retrouve. Celui-ci a fouillé les environs mais a finalement abandonné et s'est enfui, emportant le corps de Falconio avec lui. À ce jour, l'endroit où il l'a dissimulé reste un mystère. Finalement, Johann Liss a réussi à interpeller un routier qui l'a conduite jusqu'à un relais routier à Barrow Creek où elle a contacté la police. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux du crime, Murdoch avait déjà disparu, ne laissant derrière lui qu'une faible quantité de sang, plus tard identifié comme étant celui de Falconio. Malgré des recherches intensives, le corps de Peter Falconio est resté introuvable et l'affaire est restée non résolue pendant 4 ans. En 2005, un rebondissement décisif a eu lieu. Bradley Murdoch a été formellement identifié comme le principal suspect. Des traces de son ADN ont été retrouvées sur le t-shirt de Johann Liss, établissant un lien direct entre lui et le crime. Déjà connu pour des antécédents de violence et de trafic de drogue, Murdoch a été arrêté et inculpé pour le meurtre de Falconio et l'enlèvement de Liss. Son procès a été très médiatisé. Johann Liss a témoigné, racontant en détail les événements terrifiants de cette nuit et sa miraculeuse évasion. Malgré les protestations d'innocence de Murdoch, les preuves étaient accablantes, menant à sa condamnation. En décembre 2005, il a été condamné à la prison à vie, avec une période de sûreté de 28 ans. Cependant, même avec Murdoch derrière les barreaux, l'affaire reste incomplète. Le corps de Peter Falconio n'a jamais été retrouvé. Cette incertitude continue de hanter sa famille. Au fil des années, plusieurs recherches et pistes ont été explorées, mais toutes se sont soldées par des échecs. Johann Liss, bien qu'ayant survécu à cette nuit d'horreur, reste marquée à jamais. Elle est retournée dans l'outback dans un dernier espoir de retrouver le corps de Falconio, mais ses recherches n'ont rien donné. Elle entretient des liens étroits avec la famille Falconio, partageant leur deuil et leur quête de vérité. Pour eux, l'histoire de Peter Falconio n'est pas terminée tant que son dernier repos ne sera pas découvert. C'était le 23 août 2016 à Home Hill, dans le Queensland, en Australie. Mia Ailif Chung, une jeune femme de 21 ans originaire du Derbyshire, et Thomas Jackson, un homme de 30 ans du Cheshire, faisaient des parties des routards séjournant à l'auberge Shelley's Backpackers. Mia, pleine de vie et avide de découvrir le monde avant de s'installer, était rapidement devenue populaire parmi les autres voyageurs. Thomas, un voyageur expérimenté au grand cœur, avait passé des années à explorer différents pays. Cette nuit-là, l'auberge était inhabituellement calme, mais la tranquillité allait bientôt être brisée par un acte de violence horrible. Smail Ayad, un routard français de 29 ans, était en état de psychose, probablement influencé par le cannabis. Son esprit était déformé et ce qui allait se passer ensuite laisserait tout le monde sous le choc. Vers 23h15, Ayad a lancé une attaque au couteau brutal contre Mia. L'attaque fut soudaine et vicieuse, laissant Mia avec de multiples blessures par arme blanche. Malgré la terreur et la douleur, Mia a réussi à s'échapper et à s'enfermer dans une salle de bain. Un autre routard, Daniel Richard, a trouvé Mia dans la salle de bain, ensanglantée et terrifiée. Sans hésitation, il a donné l'alerte, ses cris résonnant dans tout l'endroit. Entendant le tumulte, Thomas Jackson s'est précipité sur les lieux, inconscient du danger qui l'attendait. Thomas a trouvé Mia et a rapidement compris la gravité de la situation. Malgré le danger évident, il a choisi de rester avec elle, essayant de la réconforter et de la protéger. Son courage allait lui coûter la vie. Ayad, qui avait auparavant sauté d'un balcon dans une tentative bizarre de voler, est revenu dans l'auberge, toujours armé du couteau. Il criait et gesticulait de manière erratique. Ignorant les intentions violentes d'Ayad, Thomas s'est d'abord approché pour l'aider. Cet acte de gentillesse s'est transformé en une erreur tragique. Ayad a forcé son passage dans la salle de bain où Thomas essayait de protéger Mia. Dans un retournement horrifiant, il a tourné sa rage contre Thomas, le poignardant à plusieurs reprises. Thomas a subi au moins 12 blessures distinctes, le coup fatal étant une blessure au cerveau. Mia a été déclarée morte sur les lieux, sa vie brutalement interrompue par la violence insensée d'Ayad.
Thomas, bien que grièvement blessé, était encore en vie. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital de Townsville et placé sous assistance respiratoire, mais après 6 jours d'agonie, il a succombé à ses blessures le 30 août 2016. La tragédie a choqué tout le monde. Un rapport du coroner du Queensland en 2020 a indiqué qu'Ayad était psychotique et sous l'influence du cannabis pendant l'attaque. Les poursuites judiciaires contre lui ont été abandonnées, car il a été jugé irresponsable mentalement. L'enquête sur la mort de Thomas a révélé toute l'horreur des événements. L'assistant coroner Peter Siggy a décrit les actions de Thomas comme un acte de grand courage et de bravoure. La famille de Thomas a été dévastée par cette perte. Ses parents, Leslie et Sandra, ont parlé de la douleur insupportable de perdre leur fils. « Nous pensons à lui tout le temps », a déclaré Leslie, la voix lourde de chagrin. Sandra a ajouté « Je ne m'en remettrai jamais, on apprend juste à vivre avec ». Sa sœur, Liv, a exprimé son chagrin sur Facebook, exhortant les autres à se souvenir de Thomas non pas comme une victime, mais comme un ami qui a apporté joie et gentillesse au monde. Le courage de Thomas a été honoré après sa mort par la médaille de la bravoure de la reine, Queen's Gallantry Medal, l'une des plus hautes distinctions pour acte de courage. Sa mère a reçu la médaille en son nom des mains du prince William au palais de Buckingham. Thomas a également été honoré dans le Queensland pour ses efforts héroïques, mais même ses privilèges ne pouvaient effacer la réalité de la perte. Le 31 mai 2019, dans le parc national de Yanachagachemillén au Pérou, Elizabeth Lizzie Zorchar, une routarde britannique de 25 ans, s'est lancée dans une randonnée qu'elle avait planifiée depuis des mois. Passionnée d'environnement, Lizzie explorait l'Amérique du Sud avec sa sœur Rachel et le petit ami de celle-ci, Callum Jones. Ils avaient parcouru les forêts denses, admirant la beauté intacte de la région. Lizzie n'était pas une voyageuse ordinaire. Son amour pour l'environnement l'a menée dans des endroits que d'autres éviteraient. Ce n'était pas sa première randonnée en solo, mais ce serait la dernière. Ce jour-là, Lizzie, Rachel et Callum ont entamé une randonnée sur un sentier du parc, promettant une vue imprenable. Rachel et Callum, épuisés et souffrant d'ampoules, ont décidé de faire demi-tour. Bien que réticent à laisser Lizzie seule, elle les a assurés que tout irait bien et a insisté pour continuer seuls. Ils sont retournés à leur auberge, s'attendant à la retrouver plus tard dans la soirée. Alors que le soleil se couchait, la forêt autour de Lizzie devenait plus sombre et plus froide. Malgré l'obscurité grandissante, Lizzie a continué vers le sommet. Cette décision s'avérerait fatale. Au moment où Lizzie a atteint le sommet, la nuit était complètement tombée. Les étoiles fournissaient peu de lumière alors qu'elle commençait sa descente. Au lieu de revenir sur ses pas, Lizzie a choisi un autre chemin descendant le long d'une cascade qu'elle avait vue plus tôt. Ce sentier n'était pas balisé. Le terrain escarpé et glissant rendait chaque pas dangereux. Mais Lizzie, confiante en ses compétences, pensait pouvoir y faire face. Alors qu'elle commençait à descendre, son équilibre est devenu incertain. Un faux pas l'a fait perdre l'équilibre. Lizzie a essayé de s'accrocher à quelque chose, mais elle a chuté, dévalant le côté de la cascade. Le corps de Lizzie a dévalé une ravine de 650 pieds, subissant de multiples blessures mortelles. Elle a atterri au fond, son corps inerte parmi les rochers et l'eau. Son voyage s'était achevé de manière tragique. De retour à l'auberge, Rachel et Callum ont commencé à s'inquiéter lorsque Lizzie n'est pas revenue. Au matin, toujours sans nouvelles d'elle, ils ont donné l'alerte. Les autorités péruviennes ont lancé une vaste opération de recherche. Jusqu'à 50 policiers, pompiers et gardes forestiers ont fouillé la forêt dense, affrontant les défis du paysage et de la canopée épaisse. Pendant 6 jours, les recherches ont continué. Les parents de Lizzie, Rupert et Cecilia Orchard ont volé vers le Pérou en apprenant sa disparition, espérant un miracle mais craignant le pire. Le 6 juin 2019, l'équipe de recherche a retrouvé le corps de Lizzie au fond de la ravine Sotomayor, près d'un sentier appelé Orchid Way. Elle était encore habillée et ses blessures correspondaient à une chute d'une grande hauteur. La recherche était terminée, mais la tragédie ne faisait que commencer pour sa famille. La nouvelle de la mort de Lizzie s'est répandue dans sa ville natale de Greatley dans le Hampshire. Le petit village était dévasté. Lizzie était connue pour sa passion pour l'environnement et son amour de l'aventure. Le coroner a conclu que sa mort était un accident, notant que Lizzie avait probablement essayé de descendre la cascade dans l'obscurité. La cause du décès était des blessures graves dues à une chute. La famille de Lizzie, présente au tribunal, a exprimé une profonde tristesse face à la perte d'une fille et sœur bien-aimée. Ils ont remercié les équipes de recherche et les autorités pour leurs efforts et ont demandé de l'intimité pour faire leur deuil. C'était en avril 2017 qu'un homme mystérieux est apparu sur le sentier des Appalaches. Il se présentait sous le nom de principalement inoffensif, mostly harmless, mais certains randonneurs l'appelaient Denim à cause de son jean. Amical mais réservé, il intriguait ceux qu'il rencontrait, mais ce qui le distinguait vraiment, c'était son absence d'identité réelle.
Personne ne connaissait son nom, son passé ou ce qui l'avait conduit sur le sentier. Il a fallu plus de 2 ans et d'innombrables efforts pour enfin découvrir qui il était vraiment. Le sentier des Appalaches est une étendue de 2200 miles de terrain accidenté qui attire des milliers de randonneurs chaque année. Pour beaucoup, c'est un lieu de solitude et de guérison, rempli de moments de trail magic, des actes de gentillesse inattendus. Mosley Harmless semblait incarner cet esprit. Mais en juillet 2018, l'homme qui errait sur les sentiers serait retrouvé mort dans une tente jaune dans la réserve nationale de Big Cypress, en Floride. Son corps, sous-alimenté et pesant seulement 83 livres, a été découvert par 2 randonneurs. L'odeur émanant de la tente les a conduits à la forme inerte de Mosley Harmless. Il n'avait aucune pièce d'identité, pas de téléphone, ni de portefeuille, rien pour donner aux autorités un indice sur son identité. Cette découverte a lancé une enquête complexe et déchirante. Les autorités étaient perplexes. Voilà un homme sans tatouage, juste une cicatrice abdominale et aucune correspondance dans les bases de données d'empreintes digitales ou d'ADN. Malgré les 3 500 $ en liquide trouvés dans sa tente et des provisions abondantes, la cause de sa mort est restée indéterminée. Il était clair qu'il vivait en marge de la société. Qu'est-ce qui pouvait pousser un homme à s'isoler à ce point, au point que pas une seule personne ne se manifeste pour le réclamer? Alors que la nouvelle du randonneur non identifié se répandait, un croquis de son visage a circulé sur les réseaux sociaux, attirant l'intérêt de détectives amateurs et de randonneurs qui l'avaient croisé. Des communautés en ligne ont commencé à reconstituer l'histoire de Mosley Harmless. Certains l'ont reconnu comme l'homme qu'ils avaient rencontré sur le sentier des Appalaches. Une personne gentille, chaleureuse, mais profondément réservée. Des groupes Facebook se sont formés, les membres consacrant leur temps à résoudre le mystère, appelant la police locale, parcourant les rapports de personnes disparues et partageant toute information qu'ils pouvaient trouver. En juillet 2020, une percée significative a eu lieu lorsque les membres d'un groupe Facebook ont réuni suffisamment d'argent pour une analyse ADN. Les résultats ont pointé vers le sud de la Louisiane, conduisant à la découverte que Mosley Harmless était en réalité Vance John Rodriguez, né en 1976 près de Bâton Rouge. L'histoire de Rodriguez était tragique. C'était un solitaire qui luttait contre des problèmes de santé mentale. Ceux qui le connaissaient le décrivaient comme un homme tourmenté, avec un passé de comportement abusif envers les femmes et une obsession pour le codage. La cicatrice sur son abdomen provenait d'une tentative d'automutilation à l'âge de 15 ans. En 2017, Rodriguez a abandonné sa vie, laissant derrière lui son appartement de New York, son passeport, son portefeuille et ses cartes de crédit. Il a décidé de disparaître dans la nature. Pendant 15 mois, il a erré sur le sentier des Appalaches, tissant des liens mais gardant toujours ses distances. Il n'a jamais révélé sa véritable identité et n'est jamais resté longtemps au même endroit. L'une des connexions les plus remarquables qu'il a établies était avec un randonneur nommé Brandon Dowell. Ils se sont rencontrés en Géorgie et ont tissé des liens en partageant leurs enfances difficiles et leurs relations tendues avec leur père. Mais quand est venu le moment de se séparer, Rodriguez a refusé de rester en contact. Il était déterminé à rester anonyme. Lorsque Dowell a appris plus tard qu'un corps avait été retrouvé en Floride, il n'a pas immédiatement fait le lien avec l'homme qu'il avait rencontré sur le sentier. Mais lorsque des photos de Mosley Harmless ont circulé en ligne, il a réalisé que le randonneur bienveillant qu'il avait croisé était le même homme dont l'identité avait déconcerté les autorités. L'identification de Vance John Rodriguez a répondu à certaines questions, mais en a soulevé d'autres. Comment un homme qui avait établi tant de connexions a-t-il pu mourir seul et non identifié pendant si longtemps? Qu'est-ce qui l'a poussé à un isolement aussi extrême? Pourquoi personne de son passé ne s'est-il manifesté pendant les 2 années où son identité est restée un mystère? L'histoire de Mosley Harmless reflète la manière dont nous percevons les autres.